aller dans tous les sens et en même temps c'est tout le temps harmonieux malgré tout. C'est vrai que la terre elle est super bonne ici. Tous les politiciens devraient être bénévoles en fait. Ouais. Mais ça gérerait totalement autrement. Parce que quand on regarde les associations françaises, elles tournent majestueusement. L'idée de planter des haies, c'est pour avoir du bois, pour être autonome en chauffage, pour la construction aussi. De l'autre côté, je te remontrerai tout à l'heure, mais on a planté des Douglas. Ouais. Donc des Douglas, c'est des sapins, des pins. C'est une variété de pins qui poussent assez vite et qui sont gros, qui servent pour la charpente. Et ça, mais c'est des arbres que moi je n'utiliserai pas pour les générations futures, quoi. Ouais. L'idée, c'est aussi vraiment de penser à ce qu'on fait. C'est pas que pour moi aujourd'hui, c'est pour ceux de demain, quoi. Là, ici, par exemple, on voudrait faire une forêt de bambou. Okay. Pourquoi une forêt de bambou? Parce que le bambou, tu peux l'utiliser pour plein de choses. De la construction, des ustensiles de cuisine, des vêtements, de l'isolation. Et certes, c'est pas totalement local, mais il faut savoir qu'en France, il y a une grande bambouseraie, une des plus grandes d'Europe dans le sud de la France. Donc voilà, tout dépend ce qu'on en fait, ce qu'on l'utilise. Et ça, c'est pareil, c'est pas forcément que pour moi, c'est pour les générations futures. Où, si je suis pas pour un effondrement, je suis juste parce que moi, je pense que l'être humain, il faut qu'il s'adapte au changement climatique qu'il y a en cours. La planète, elle va pas disparaître en fait. L'homme, par contre, faut qu'il réfléchisse. On est en survie comme tout être animal en fait. Et s'il prépare pas sa survie, certes qu'il risque d'y avoir des pertes lourdes en fait en humain. Après, ça fait partie du chemin de l'être humain. C'est mon regard. Participer à ce qu'il y ait des outils pour les générations de demain en fait, quoi. Ouais. Et qu'on leur laisse pas que des tas de plastique partout, quoi. Tant qu'il reste un peu d'écorce, ouais, ça va, mais s'il n'y a plus d'écorce du tout, l'arbre il va mourir en fait. Peu importe l'endroit. Ouais, parce que en fait là tu vois il en reste un peu derrière et ça c'est ce qui craint, c'est le lien de vie, c'est ce qui nourrit l'arbre en fait. Et s'il n'y a pas ça, le tronc il va mourir. C'est par là que monte et descend la sève. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. On vit avec la collectivité. Ouais. On veut pas se couper du monde. On veut vivre avec le monde, même si on n'est pas d'accord avec tout le fonctionnement du monde en fait. Oui. L'idée c'est pas de se couper du monde, loin de là. J'ai un ami élagueur qui me disait que l'été dernier j'étais passé. L'été il y avait quelques chênes, quelques feuilles qui étaient grises en plein été. Okay. Et il dit c'est pas normal, il commence à être malade, tu vois en fait. Parce que normalement c'est très rare qu'un chêne ait des feuilles sèches l'été en fait. Ouais, parce que le chêne. Des observations comme ça, comme je te parlais pour le ruisseau, que le ruisseau au mois de mai, fin mai, début juin, il était dans l'état qu'habituellement on le voit au mois d'août en fait. Ça c'est juste des observations naturelles qu'on voit. Alors pour moi, faut pas s'en inquiéter, il faut juste se poser la question, tiens, il y a un changement, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter en fait? Ouais. Tu vois, plutôt que de tout le temps, parce que là, entre guillemets, les médias, ouais, c'est catastrophique. Oui, c'est vrai, il y a des changements climatiques, mais l'idée c'est pas de générer une peur permanente comme avec le Covid en fait, tu vois, c'est tout le temps, faut faire peur aux gens et on crée de l'anxiété et puis du coup en général une majorité face à la peur, les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils restent comme ça, ils ont rien envie de faire, alors que si on réfléchit, on se dit bon ok, il y a moins d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit à moins la consommer en fait. Ça fait des années qu'on sait qu'il y a moins de pétrole, mais on se dit pas tiens peut-être qu'il faut moins l'utiliser le pétrole en fait. C'est tout simple. Comme on le dit pour la viande, on va surtout pas ne plus manger de viande. On est fait pour manger de la viande, mais en manger moins, en manger à tous les repas, c'est inutile pour le corps et en plus c'est un désastre pour la planète en fait. C'est juste ça. L'idée c'est pas de plus en manger, au contraire, parce que c'est bon et ça fait du bien. Pour toi, on devrait manger de la viande quand on est capable de tuer l'animal? Ah oui, ça c'est. Ah oui. Pour moi, ça c'est une chose qui est très importante. C'est si tous les êtres humains ils prenaient conscience peut-être de faire l'acte de tuer l'animal pour ce qu'il le nourrit en fait, donc de faire tout ça en conscience, je pense que ça changerait la donne de comment on consomme sa nourriture, mais pas que l'animal, les légumes c'est pareil, de prendre conscience que le légume il nourrit notre corps et que sans cette nourriture notre corps il fonctionne plus en fait. Notre corps s'il respire plus, qu'est-ce qui se passe? On rougit, notre corps il va s'asphyxier en fait. Donc si on pollue notre air, on prépare notre mort en fait, on est taré, hein, tu vois. Enfin, c'est juste ça, tu te dis à un moment donné, il faut juste réfléchir.
Et la nourriture, c'est pareil. Si on mange une nourriture qui est pas bonne, à un moment donné, c'est normal que notre corps il est malade, tout simplement. Notre système de vie il est tellement anxiogène qu'on se rend malade. Il y en a combien aujourd'hui, malheureusement, qui vont au travail avec une boule au ventre, en fait. Ouais. Et ça, c'est... Pour moi, on devrait dire stop. Il y a un problème, tout simplement, et se dire, allez, on veut fonctionner autrement. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on a un gros groupe, on est plein. Et comment on fait? Parce qu'on attend trop. On attend trop de nos élus. Je dis pas que les élus ils doivent rien faire, hein, loin de là. Mais eux aussi, ils sont perdus parce qu'ils sont déjà déconnectés en plus de la réalité, enfin de notre réalité. Eux, ils sont dans leur réalité, ce qui fait que on peut pas avancer parce que on n'écoute pas les réalités des uns et des autres. Donc ça peut pas avancer concrètement parce que si on s'arrête à la France, ben la France elle est censée vouloir avancer dans une idéologie commune en fait. Et ça, déjà, c'est pas facile parce que rien que sur des lieux collectifs, c'est compliqué. C'est normal que ce soit pas facile. Après, qu'on fasse des forcings comme là, des trucs de 49.3 ou autre, ça n'est pas normal aujourd'hui. Ça fonctionne pas démocratiquement. Après, je vais pas dire qu'on n'est pas dans un pays. On est un pays les plus chanceux au monde pour autant. Mais c'est pas pour ça que ceux qui sont à la tête doivent se croire tout permis. Parce que une chose qu'ils oublient, les élus, que ce soit les élus nationaux ou les élus départementaux ou les élus locaux, ils sont là au service de nous, du peuple en fait. Et ça, en fait, c'est ce qui manque à la démocratie aujourd'hui. Pour moi, c'est un truc super important. On devrait reprendre conscience que s'il ne rend pas service au peuple, il éjecte de son poste, point à la ligne. Parce que ils sont payés par nos impôts pour nous rendre service à nous. Non pas pour nous imposer des choses qui ne nous conviennent pas. Et ça, c'est la grosse problème. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on passe une loi et on envoie les CRS. Si la loi ne convient pas, on se remet en question et on dit, bon, il faut qu'on trouve une loi qui convienne à la majorité. Ça n'a pas de sens sinon. Par contre, oui, on a encore plein de libertés et heureusement. Mais pourquoi on attire encore plein de pays du monde? On ne se pose pas la question, pourquoi ils viennent là? L'immigration, etc. Et que ça crée du racisme, malheureusement. Pourquoi on ne se pose pas la question, pourquoi ils viennent là, tous ces gens? Mais parce qu'on fout la merde dans leur pays, en fait. Parce que notre consommation crée de la pauvreté ou crée de l'injustice. Et dans leur pays, par nos fonctionnements, on crée des dictatures chez eux, par contre. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on oublie très vite. Tous les politiciens devraient être bénévoles, en fait. Mais ça gérerait totalement autrement. Parce que quand on regarde les associations françaises, elles tournent majestueusement. Et même les plus grosses, en fait. Donc si tout le monde était bénévole ou avait juste des défraiements de transport, etc., bah, ils géreraient complètement différemment. Moi, ça fait des années que je me dis, quand on voit l'économie nationale, comment elle est gérée, si on mettait simplement un commerçant gérer l'économie nationale, ben c'est évident qu'elle serait mieux gérée parce que une majorité des commerçants français sont pas en déficit. Donc c'est là qu'on se questionne. Notre ministre de l'économie, comment il fait pour qu'on soit en déficit? Il ne gère pas comme si c'était son propre argent en fait. Il gère, c'est de l'argent public, basta, on s'en fout. Il y a combien de projets de fous qui coûtent de l'argent à notre quotidien et qui sont pas primordiales en fait. C'est du n'importe quoi en fait. Notre pays, on devrait le penser comme si c'était pour nous personnellement en fait. Ben, la différence, elle serait énorme. Mon pote apiculteur m'avait dit, si tu mets, il y a 4 variétés de fleurs, que si tu leur mets, si elles ont un périmètre de, je crois c'est 400 mètres carrés, pour une ruche avec ces 4 variétés de fleurs, ça peut leur suffire en fait. Donc ben, on va aller vers cette expérience. Mes parents, même si ça se trouve ton grand-père te l'a dit, il y avait toujours eu une année de sécheresse de 76 qui était la plus forte de toutes, et depuis on en a eu une ou deux encore. Mais tu vois, c'est des cycles en fait. Maintenant, il y a certains climatologues qui expliquent ça, c'est des cycles de décennies en fait. Tous les 10 ans, il y a des cycles en fait. Et puis là maintenant, ça va pour être de plus en plus fréquent, oui. Il y aura des années plus pluvieuses, mais ça veut dire que là, il y aura des années de sécheresse un an sur deux, et puis en plus fort. Ça veut dire qu'on va avoir l'été de 76, comme tu dis, mais on s'est habitué progressivement. Alors peut-être que dans le souvenir des anciens, on se dit que l'été de 76, il faisait, j'en sais rien, 38. Et c'était monstrueux à l'époque. Et maintenant... Voilà, c'est ça. Exactement. Récemment, il y a dû avoir... on ne se rend pas compte, mais il y a dû avoir des grosses bourrasques de vent. Parce qu'il y a quand même... non, je te le montrerai tout à l'heure. Mais là-haut aussi, il y a des grosses branches qui avant, jamais j'avais vu des aussi grosses branches par terre quand même pendant l'hiver. Il y a toujours des morceaux, tu vois, comme ça.
comme ça. Ouais. Mais là, il y a vraiment des endroits, des grosses branches comme ça. Donc tu te dis, soit il y a des arbres, plus d'arbres qui meurent aussi. Ouais. Et il y a des maladies ou il y a La quelque chose. sécheresse. Enfin, moi, j'observe ça ici en tous les cas. Ok. Donc il faut replanter. Voilà. C'est ça, exactement. Le saule, l'autre jour, tu prends les branches, tu mets en terre et ça repart. Ah, Je te montrerai au poulailler ceux que j'ai plantés comme ça. Les 2 premières années, peut-être les 3 premières années. On avait des chevaux à une amie qui était là. Et on a planté des arbres pour la naissance de Raoni en 2013. Donc 5 ans après que je sois là. Et on avait planté justement des Douglas. Et là, les chevaux, ils commençaient à les manger. Donc j'ai dit stop, on arrête les animaux là. Ouais. Et donc depuis 2013, il n'y a plus d'animaux ici. Et tu vois, ça fait pas en 10 ans en fait qu'il y a eu, si en 10 ans, pile poil 10 ans, qu'il y a ça, ce résultat d'arbres qui ont poussé, à part les gros, hein, bien sûr. Puis les ronces, en fin de compte, c'est le cycle naturel d'une forêt aussi. Voilà, c'est ça. Ils ont besoin de ça pour protéger aussi les jeunes arbustes. C'est ça, et on le voit parce qu'au départ, justement, comme je te disais, j'avais un tracteur et je tondais tout. Et en fait, j'empêchais, tu vois, cet arbre-là, celui-là, eux, ils ont vu le jour. Et l'avantage, c'est que ceux-là, déjà, ils montent, ils cherchent le soleil, ils cherchent à sortir et ils vont être costauds. Et au fur et à mesure, les ronces, elles vont s'estomper, en fait. C'est vrai que la terre, elle est super bonne ici. Il y a encore beaucoup d'êtres humains qui n'ont pas compris que les animaux ont autant de droits que nous sur cette terre, en fait. Ouais. Et je parle pas des animaux d'élevage parce que on leur laisse même pas le choix. Ouais, malheureusement. Mais les animaux censés être sauvages et naturels, en liberté, ils ont le temps de droit que nous d'être sur cette terre en fait. Pourquoi on déciderait de celui-là plus qu'un autre, machin en fait. On croit avoir la vérité sur le cycle, mais est-ce qu'on l'a vraiment? Parce que c'est un cycle qui nous intéresse à nous en fait. Mais est-ce que ce cycle, on ne doit pas le laisser faire naturellement? Là c'est pareil, ça fait ces 2 arbres qui ont quand même une bonne petite histoire sur le lieu. C'est les 2 plus vieux qui étaient dans cette partie, hein, de toute façon. Donc au départ, quand je suis arrivé, je rêvais de faire une cabane suspendue. Ouais. Et c'est vrai que depuis que je me suis relié aux arbres et tout, un peu plus, je suis pas sûr que ce soit juste parce que on leur fait supporter quelque chose qui est peut-être pas juste. Ouais. J'ai pas la vérité profonde, hein, mais je me dis il y a de la place. Ouais. On peut faire des habitats au sol. Ouais. Plutôt que, même si c'est vrai que c'est chouette, hein, les cabanes dans les arbres et tout, je trouve ça super beau. Mais est-ce que c'est juste pour les arbres? Je suis pas sûr non plus, comme on disait tout à l'heure, quoi. Ils ont autant le droit que nous d'être là et sans eux, on l'oublie un peu qu'on serait pas là aussi, quoi. Comparé à certaines forêts, comme on disait tout à l'heure, qui sont plantées, tu les vois, les arbres, elles ont toutes les branches vraiment de la même façon, quoi. Tu te dis mince, alors que là, tu vois, ils sont tordus, il y a une magie, quoi. Il y a une magie de nature. Et la nature, elle est vraiment magique, en fait, parce que elle est dans tous les sens et en même temps, c'est tout le temps harmonieux malgré tout. Ouais. C'est que les personnes viennent et juste faire le tour du lieu, se poser et regarder justement la nature, regarder un arbre pendant quelques temps, se poser à côté de lui et juste respirer, puis juste observer, se dire tiens, ah ouais, la courbe des branches, les petites branches, les grandes branches, celle qui est coupée, pas coupée. Pourquoi le lierre sur les arbres d'ailleurs? Il y en a qui disent faut couper tout le lierre, etc. Et il y en a qui disent non, s'il y a le lierre, c'est que l'arbre il lui permet c'est lui qui lui donne l'autorisation en fait. Il y a des arbres, ils n'ont jamais de lierre. Ils vivent ensemble. Il y a un documentaire qui est très génial là-dessus, ça s'appelle L'intelligence des arbres. C'est magnifique, si tu as l'occasion. J'ai le bouquin d'ailleurs aussi. C'est extraordinaire. Le lierre, c'est plus une symbiose mais c'est vrai que dans l'idée commune, on le voit assez mal et puis on a envie de l'enlever parce qu'on se dit ça va l'étouffer. Alors que le lierre, c'est son nom, c'est le lierre grimpant. Et il a des petits... si on le regarde de près et qu'on peut l'enlever de l'arbre, en fait, il étouffe pas l'arbre, il prend pas la sève dans l'arbre. Il a des petites pattes qui s'accrochent sur l'arbre. Et parfois, ça peut prendre trop de lumière quand le lierre vient trop tôt sur un très jeune arbre, mais c'est très, très, très rare. En général, c'est vraiment une symbiose. Ça permet aux oiseaux aussi de se nourrir, de se cacher. Carrément. Ben oui, c'est ça qui est fou.
un des lieux énergétiques, un des lieux holistiques du lieu. Moi on l'appelle le coin aux fées. Pour l'anecdote, tu vois, quand j'ai mis ce Bouddha, mais derrière il y a une fleur qui a sorti et elle a toujours continué de pousser. Elle est là. Il y a quelques temps maintenant, ça pousse doucement mais sûrement. C'est là aussi que parfois je viens jouer au tambour ou me livrer, me reconnecter avec la nature, prendre le temps de regarder parce qu'on a l'horizon aussi là-bas au loin et les arbres. On se croit un peu dans des petites montagnes quoi. Et c'est vrai que c'est chouette parce que tu fais 50 mètres et puis hop, on se croirait un peu dans le massif central. C'est sûr que c'est pas les mêmes chaînes bien sûr, mais au moins... Et pourtant on est en Vendée, on est à 1 heure de la côte quoi. Contrairement à ce que beaucoup croient, voilà, Vendée c'est plat, c'est la côte. Bah oui, c'est vrai, c'est bien qu'ils aillent tous sur la côte, ça me va. Mais en même temps, moi ce que vraiment j'aspire, c'est que les gens viennent se poser. Quelqu'un qui a un carrefour de sa vie, j'ai vraiment l'élan de les inviter à venir ici, qui viennent se poser 1 jour, 2 jours. C'est toujours mieux quelques jours parce que le temps de découvrir le lieu, après le temps d'aller s'y promener tout seul et de s'immerger des énergies du lieu, c'est magnifique. J'ai vu plein de personnes et je les remercie et je pense toujours à eux, certains qui ont habité là. Je pense à un ami qui est Sylvain qui est arrivé là, qui était SDF à l'époque. Il est arrivé là et il a vécu dans une caravane au début. Et puis après, on a vendu notre barque qu'on avait. Et du coup, avec cet argent, j'ai acheté un mobil-home pour lui. Et il a vécu dans le mobil-home quelques temps. Et du coup, il avait mon âge, mais il avait 35 ans à l'époque. Et il n'avait pas son permis, donc il a retrouvé du boulot. Il a passé son permis. Et c'est vraiment chouette parce que lui, le premier, les ânes, il les avait au-devant de lui, devant le mobil-home. Et moi, ce que je me rappelle, c'est que il a retrouvé confiance en lui, il a retrouvé foi en la vie. Et c'est pas nos soirées d'alcooliques à boire du whisky tous les soirs qui l'ont aidé. C'est la reliance avec la nature, c'est les animaux. Et lui-même, il me l'a dit, les ânes, ils l'ont écouté énormément de fois. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens prennent conscience que la nature peut énormément nous aider. Et moi, le premier, je le fais sans doute pas assez des fois, quoi, mais du temps ici. Alors après, des fois, ça remue. Il y a des personnes qui sont pas prêtes à tout changer ou à accueillir ce que la nature peut nous proposer. Mais l'élan aussi de vivre sur un lieu comme ici, un lieu... j'aspire vraiment à ce qu'il soit collectif parce que y a un très bon exemple, c'est que durant le premier confinement, on l'a passé là avec mon fils de 7 ans à l'époque. On était bien tous les deux, c'était chouette. On vivait dans la nature, on jouait, on faisait un peu ses études quand même parce qu'à l'époque il fallait qu'il apprenne à lire, mais on a passé de bons moments. J'avais des stocks de nourriture, on pouvait ne pas sortir si on voulait, mais en même temps moi ça m'a convaincu que moi personnellement je suis pas fait pour vivre seul sur un lieu, même si j'étais avec mon fils, mais socialement parlant, pour mon fils comme pour moi, c'est pas bon. Tu nourris que de l'entre-soi et tu te renfermes sur un cocon en fait. Alors que vivre collectivement, c'est clair que depuis 1 an et demi, Emmanuel elle est là, Fanny elle est arrivée depuis quelques mois maintenant. C'est pas toujours facile, ça vient chercher des questionnements. Et comme je le dis dans la présentation, miroir, mon beau miroir, chacun avec qui on a une relation, peu importe laquelle, que ce soit une relation en profondeur ou même une relation de 5 minutes, c'est notre miroir. On est tous faits pour se transmettre quelque chose. Et oui, c'est pas toujours facile à vivre de vivre en collectif, mais en même temps, c'est tellement une richesse. Et de toute façon, l'être humain, il est fait pour vivre en collectif. Et alors, c'est marrant parce que certains disent, ouais, tu veux créer une communauté, oui, mais une communauté pas renfermée, pas une communauté à vivre sans arrêt les uns les autres. Moi, comme je le dis, on a chacun notre maison, on a un lieu où on mange parfois en commun, mais beaucoup de gens oublient quand même que les villes où on habite, à la base, ça s'appelle des communes. Et les mots communes, ça vient de quoi? De la communauté. C'est tout simple, donc on l'oublie très vite que nos communes d'aujourd'hui, c'était le but d'une communauté, et c'est une communauté au bout du compte. De quel droit on empêche quelqu'un de vivre ce qu'il a envie de vivre tant que ça ne nuit pas à la collectivité? Bien sûr que si on parlait d'extermination, oui, ça craint. Mais pourquoi on interdirait à des gens
de faire l'éducation à leurs enfants. De quel droit on décide de dire non, vous n'avez pas le droit d'éduquer vos enfants comme vous le souhaitez? De quel droit on décide ça en fait? Pourquoi? Et ça, je pense qu'il y a vraiment un gros problématique mondiale de ça. N'importe quel acte qu'on fait, si on prend le temps de se dire, est-ce que ça fait sens pour moi? Est-ce que je me respecte en faisant cette chose-là? Et je ne vais pas donner d'exemple, sinon ça pourrait être préjugé. Mais vraiment n'importe quoi qu'on puisse faire dans la vie, et même les choix, que ce soit, et surtout seul, est-ce que ça fait sens en fait? Est-ce que ça fait sens pour moi de prendre ma voiture pour aller au bord de la mer si c'est à 3 heures de route? Ben, si ça fait sens pour moi, ben, c'est ok. Et si ça ne fait pas sens pour l'autre, ben, l'autre, il a peut-être des choses qui lui font sens, mais que pour moi, ça ne fait pas sens en fait. Et c'est comme ça, je pense que c'est vraiment important de se dire, pour moi par exemple, je donne un exemple, ça ne fait pas sens d'acheter sur Amazon par exemple. Eh ben, quelqu'un qui habite sur le lieu, si pour lui ça fait sens d'acheter sur Amazon, ça fait partie de vivre en collectif. C'est un sujet qui me tient à cœur et que des fois j'ai du mal à me faire comprendre sans que ça percute les gens quand je parle des animaux domestiques. Pour moi, même les ânes là ici sur le lieu, ils sont pas en totale liberté, ce serait se mentir. C'est clair qu'ils ont grand pour se débattre, mais pour moi un animal en totale liberté, ben il n'y aurait aucune barrière en fait. Et pourquoi on inflige à des animaux ce que nous on n'aimerait pas nous infliger? Et donc pour revenir aux animaux domestiques, ben, ce que j'aimerais que les personnes comprennent quand on a des chats, des chiens et qui sont très chouettes et qui sont même utiles à l'humain pour apporter de la relation, de la douceur parfois, de la complétude et de la complicité. Je suis complètement d'accord avec ça, mais moi je m'interroge sur le fait, mais comment les gens faisaient avant qu'il y ait les grandes surfaces? Ils créaient des croquettes, il y avait des sacs en plastique. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a tout cet impact en amont avant le chien. La nourriture des chiens, comment elle est produite, tout le dégât qu'elle fait sur la planète, et tous ces sacs qui servent à mettre ces croquettes, qui viennent là et qui finissent en plastique encore. Et on a de la chance, nous en France, on le recycle, mais est-ce qu'on le recycle 100%? J'en suis pas sûr. Donc je me dis, mince, qu'est-ce qu'on peut pas, comment on peut changer ça en fait? Comment? Moi, j'aimerais reprendre un chien, mais je me dis, comment je peux nourrir mon chien sans qu'il y ait cet impact en fait? Parce que avant, il faisait bien autrement. Il faisait bien autrement. Donc, moi, j'ai des potes chasseurs, ils me disaient, bon ben, ils leur donnent de la viande, etc., qu'ils font bouillir ou qu'ils achètent. Donc, je me dis, bon, ben, j'ai sans doute des choses à trouver une solution. Alors, élever des animaux pour nourrir son chien, est-ce que c'est juste aussi, tu vois? Je me pose la question. Mais en même temps, ça me paraîtrait plus juste que d'acheter des sacs en plastique, quoi, parce que mince, c'est embêtant. Et là, je parle du chien, mais c'est pareil pour les animaux, pour les chevaux. Tout ce qui va autour, l'accompagnement, les harnais, les laisses, tout ça, maintenant, c'est presque tout le temps du plastique. Alors qu'avant, c'était tout en cuir. Tu vois, je me dis, merde, qu'est-ce qu'on a zappé là? Pourquoi on revient pas à ça? Parce que le cuir, on est capable de l'exploiter. Là, c'est des pierres qui servent aux huttes de sudation pour Emmanuel, en fait. Donc, on fait un feu, on les fait chauffer dans le feu, et après, on les met dans le cou. Et là, elle avait fait une hutte en bois. Et là, donc, nous, à l'équinoxe prochain, donc du mois de mars, l'idée, c'est de réaliser un temazcal ici. Donc, un temazcal, c'est une hutte de sudation, mais en dur. Donc, on va réaliser ici ce temazcal en co-construction et pour pouvoir faire après des huttes de sudation, accueillir ça en permanence toute l'année. Et ça, c'est vraiment un lieu énergétique aussi assez fort et riche. Et on a envie de vivre cette aventure à plusieurs. Donc on ouvre la réalisation du temazcal le week-end de l'équinoxe à ceux qui voudront se joindre à nous. Voilà. Cool. Ça, c'est chouette de voir les oies sur les temps, quand même. Bon, là, tu vois, c'est le mal. Dans certaines actions, on devine. Et c'est chouette, hein, on l'a bien mis la cabane, hein, dimanche. Oui. Plus qu'à attendre d'avoir des œufs. C'est ça.